Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct donc du Salon des maires de France sur le stand de la Confédération des buralistes. Vous le savez, vous avez le droit de savoir, parlons vrai avec notre invité. Ce matin, Thierry Cazenave, qui est ministre délégué chargé des comptes publics. Bonjour. Bonjour. En fait, vous êtes chargé de l'argent de l'État, notre argent. Absolument. Vous êtes chargé de notre argent. Je veille. De bien le dépenser, de bien l'utiliser surtout. Je veille à l'argent des contribuables. Bien. Alors, regardons l'actualité qui vous concerne. Le budget de la sécurité sociale, le fameux PLFSS, adopté hier au Sénat. Bientôt, retour à l'Assemblée nationale. Bien. Thierry Cazenave, les sénateurs ont changé un peu votre texte, l'ont modifié. Ils ont, par exemple, écrit que l'État ne devait pas ponctionner l'AGIRC et l'ARCO, les retraites complémentaires, on est bien d'accord, ni l'UNEDIC. Vous vous conformez à cela. Alors, vous ne ponctionnerez pas AGIRC, ARCO et UNEDIC. Il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs sujets. L'AGIRC, ARCO, on a annoncé que les partenaires sociaux voulaient dialoguer, négocier, et nous privilégions depuis le début, nous l'avons dit, le dialogue social pour voir comment l'AGIRC ARCO va pouvoir contribuer au régime de solidarité, au financement des petites retraites. Pourquoi ? Parce que la réforme des retraites, décalée de 2 ans l'âge de départ à la retraite, génère des recettes supplémentaires pour l'AGIRC ARCO. Donc c'est pas anormal de dire comment ces recettes supplémentaires peuvent participer au financement des petites retraites. Ça veut dire que vous allez ponctionner les comptes de l'AGIRC ARCO. Ça veut dire que nous avons demandé aux partenaires sociaux qui l'ont accepté de discuter, de négocier. Mais vous, votre position reste la même. Il s'agit combien ? Ça représenterait combien ? La ponction. Il s'agit que l'AGIRC ARCO contribue au financement de la solidarité. Donc vous voulez que l'AGIRC ARCO contribue ? Absolument. Et nous avons toujours dit la même chose. Et sans prélever dans le PLFSS, nous avons renvoyé ça à la négociation. Ils ont ouvert la négociation. Ils ont d'ailleurs un rendez-vous qui est prévu. Combien ? C'est aux partenaires sociaux de le définir. Et il y aura contribution. Oui, il y aura contribution. Et ça, c'est très important. Hein. Vous avez entendu. C'est une information. Il y aura contribution. Bien. Le doublement des franchises médicales, oui ou non ? Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il prévoit des économies. Pourquoi il prévoit des économies ? Moi, je tiens à notre modèle social. La pérennité de notre modèle social, c'est que nous le financions. Et nous devons faire des économies. Nous avons prévu 3,5 milliards d'euros d'économies, donc 1,3 milliard au titre des transports sanitaires, de la participation des laboratoires, baisse des prix des médicaments. Donc moins de remboursement de soins. Non, alors l'idée c'est quoi ? Nous avons une franchise qui existe. Elle a été créée en 2008, il y a plus de 20 ans, 50 centimes sur les boîtes de médicaments. Ni les gouvernements de droite, ni les gouvernements de gauche ne l'ont remis en question. Elle n'a jamais été revue. Est-ce qu'on peut l'augmenter de 50 centimes pour faciliter la contribution ? Oui, en disant une chose. Nous ne voulons pas pénaliser les personnes en affection de longue durée, ne pas pénaliser les enfants. Donc, comment est-ce que les uns et les autres on contribue à la pérennité de notre modèle ? Il y aura donc un doublement des franchises médicales. Il n'y aura pas, tant que la discussion et la négociation n'aura pas été menée à son terme par le ministre de la Santé. Je le rappelle, ce n'est pas du domaine de la loi. C'est un arrêté du ministre de la Santé. Je sais. La taxe lapin, dite lapin, visant à pénaliser les patients qui n'honoreraient pas leurs rendez-vous médicaux. Vous y êtes favorable ? Est-ce que le gouvernement y est favorable ? Moi, je trouve qu'il y a quand même un gâchis énorme. Oui. Je partage ces problèmes soulevés par les médecins. C'est qu'il y a des rendez-vous qui sont pris qui ne sont pas honorés. Oui. Donc comment on fait pour que ces rendez-vous soient honorés ? Et quand ils ne sont pas honorés, comment on permet aussi d'une certaine manière aux patients de dire c'est pas normal, il faut pouvoir y participer. C'est du temps perdu pour les médecins. Donc vous dites oui à cette taxe ? Moi je suis favorable à ce qu'il y ait un mécanisme qui permette à ceux qui n'honorent pas les rendez-vous d'être pénalisés d'une manière ou d'une autre. Donc une taxe, pourquoi pas ? Mais je sais pas si c'est une taxe. Je vous dis ça parce que c'est le Sénat a voté cette taxe. Je suis favorable à un dispositif, donc je comprends tout à fait l'esprit du Sénat qui dit on ne peut pas laisser sans rien faire des médecins qui sont face à des rendez-vous non honorés. Et l'augmentation des taxes sur les boissons sucrées ? Non, moi je suis pas favorable. Je l'ai dit au banc, ni sur les boissons sucrées, ni sur le vin. Arrêtons. C'est un amendement de la majorité. Hein. Arrêtons. Mais oui, mais on a ce dialogue et je l'ai dit au banc au Sénat. Arrêtons de penser qu'on va résoudre tous nos problèmes par la taxation. Je le dis très clairement. S'il y a des aliments, s'il y a des produits
qui sont absolument nocifs pour la santé, il suffit de les interdire, de changer la réglementation. Pourquoi tout devrait passer par la taxe dans notre pays ? Bien, le pouvoir d'achat. Parlons du pouvoir d'achat. Un sujet aussi qui vous concerne indirectement, même directement. Vinci, tout le monde connaît Vinci. Vinci assure que les prix des péages vont augmenter de 5% à cause de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance. Alors, oui ou non, est-ce que les péages augmenteront de 5%? Ce n'est pas une taxe sur les automobilistes. C'est une contribution des sociétés d'autoroutes et pas seulement des sociétés d'autoroutes, également des aéroports. Oui. Quelle est notre idée? Faire financer les modes de transport polluants, leur faire financer des modes de transport propres, notamment le ferroviaire. Donc il n'y aura pas d'augmentation des péages. Donc il n'y aura pas, vous dites à Vinci, non. Non, non, pas d'augmentation de 5%. Absolument. Bien. Nous sommes sur le stand de la Confédération des buralistes. Je voudrais qu'on parle un peu de tabac. Paquet à 12 € bientôt. Est-ce qu'il y aura une augmentation du prix des cigarettes en 2024? Alors, ce qui a été voté en 2023, c'est une augmentation progressive du prix paquet de tabac. Oui. Voilà, avec une indexation sur l'inflation. C'est une évolution qui a été votée l'année dernière. Donc, les buralistes le savent, les consommateurs eux-mêmes le savent. C'est une évolution progressive qui a été votée l'an dernier. Et donc, c'est le schéma que nous avons établi dans la discussion parlementaire l'année dernière. Donc en 2024, paquet à 12 € et plus? Non, c'est une augmentation progressive. C'est une augmentation progressive qui nous amènera. Ça dépend de l'inflation. Oui. Autour de 13 € à la fin du quinquennat. À la fin 2024, autour de 13 €. Non, à la fin en 2027. Ah bon, d'accord. En 2027. Non, en j'ai ça comme ça. En 2027. En 2027. En 2027. Autour de 13 €. Oui. S'il n'y a pas d'ici là, de nouvelles augmentations. Dites-moi, les cigarettes de contrebande et les cigarettes que l'on va chercher dans un pays limitrophe, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire pour lutter contre la contrebande? Je regardais les chiffres. Une cigarette sur 3 n'est pas achetée dans un bureau de tabac. Que faisons-nous, vous voulez dire? Oui. Parce que aujourd'hui, moi je suis à la tête des douanes françaises qui ont pour mission de lutter contre la contrebande de tabac. Et j'étais encore en fin de semaine dernière à la frontière espagnole, la semaine précédente à la frontière belge. Nous avons une forte mobilisation des douanes pour lutter contre tous les trafics, dont le trafic de contrebande de tabac. On sait qu'il existe, on sait qu'il faut être extrêmement présent. On démantèle des usines, parfois de fabrication de tabac de contrebande, et c'est une exigence, de santé publique, vis-à-vis de nos buralistes, être intraitable, parce qu'on a une fiscalité, vous l'avez rappelé, qui est importante. Et la contrepartie d'une fiscalité importante, ce que nous devons, notamment aux buralistes, c'est une lutte intraitable contre. Et quel manque à gagner pour l'État en plus. Et absolument, et un manque à gagner. Thierry Cazenave. Donc bon, très bien, vous luttez, Thomas Cazenave. Pourquoi je dis Thierry? Je sais pas. C'est à vous de me dire. Pourquoi est-ce que je dis Thierry Cazenave? Thomas Cazenave. Thomas Cazenave. Oui, vous luttez contre cette contrebande qui, bien souvent, a lieu dans les ports. Oui. D'où la difficulté. On a un enjeu de sécurisation de tous nos ports dans la lutte contre tous les trafics. On évoquait le tabac, on peut évoquer les stupéfiants. Je souhaite qu'on équipe notamment les ports en scanner qui nous permettent de lutter plus efficacement contre tous les trafics qui passent à travers les containers. Nous avons un enjeu de sécurisation en France d'ailleurs, comme en Europe, de toutes les plaques portuaires. Je pars acheter mes cigarettes à l'étranger. Je vais pouvoir acheter combien de cartouches? Aujourd'hui, une seule. Oui, aujourd'hui une seule. Et bientôt plus. Et aujourd'hui, on a une réglementation communautaire qui nous impose de passer à 4. Le Conseil d'État nous l'a rappelé. Nous travaillons avec la Confédération des buralistes pour voir comment on peut accompagner cette évolution dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais c'est le sens de la discussion. Moi, je décide pas tout seul dans mon bureau. Je travaille avec la Confédération des buralistes et j'aurai l'occasion d'y revenir. 4 cartouches, c'est ça? C'est ça. 4 cartouches. Bien, Thomas Cazenave, un mot quand même sur les sachets perles de nicotine.
Je sais bien que c'est le ministre de la Santé qui décidera, mais vous êtes favorable à l'interdiction ou pas? Ça, c'est la compétence du ministère de la Santé. Bien. Les économies que vous voulez faire. Vous voulez faire beaucoup d'économies. Dépenses publiques excessives en France. C'est pas moi qui le dis. C'est Bruxelles. Vous avez vu? Que répondez-vous d'ailleurs à Bruxelles? Qu'on a une trajectoire, et Bruxelles le sait, de baisse du déficit public. De baisse du déficit public. On réduit le déficit cette année. Il va passer à 4,9%. On va le passer à 4,4% l'année prochaine et moins de 3% en 2027. C'est de 7 en 2,7% en 2027. Donc sous les 3%. Pourquoi? Parce que la charge d'intérêt de la dette, ce que l'on paie pour la dette, elle va passer de plus de 40 milliards d'euros cette année à 75 milliards. Plus que le budget de l'éducation nationale. Donc il y a un enjeu absolu de réduire notre déficit public. Donc il faut faire des économies. On a commencé à en faire. On fait 16 milliards d'euros d'économies dans ce budget. L'année prochaine, on doit faire 12 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Alors ces économies, justement, dans l'administration. Bien sûr, l'État, la sécurité sociale, les collectivités territoriales. Moi, je défends l'effort partagé. L'État a protégé tout le monde pendant les crises que nous avons traversées. Il est légitime que tout le monde contribue à cet effort. Au passage, les PGE, ça fonctionne bien. Le remboursement des PGE. Ah ben oui, puisque par exemple dans le texte que on vient d'adopter au Sénat, s'appelle un projet de loi de fin de gestion, 500 millions d'euros dépensés en moins au titre des PGE parce que les entreprises remboursent et que notre économie tient. On a 1% de croissance cette année, là où par exemple l'Allemagne rentre en récession. Thomas Cazenave, l'État est propriétaire de 192 000 bâtiments, de 30 000 terrains. 192 000 bâtiments, 30 000 terrains. Vous allez en vendre? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on réduise les surfaces de bureaux de l'État de 25%. Pourquoi? Parce que c'est bon pour les finances publiques, ça nous coûte cher. On dépense 2 milliards d'euros en loyer chaque année, l'État. 2 milliards d'euros en loyer chaque année. C'est bon pour l'environnement, parce qu'il faut réduire aussi nos dépenses de chauffage, nos dépenses de climatisation. Et je le dis aussi, c'est bon pour les agents, parce qu'on a souvent un patrimoine de piètre qualité, et pour le rénover, il faut pouvoir... Donc 25% de bureaux, vous dites? Oui, absolument. Pas 25% de bâtiments appartenant à l'État. Bien sûr, d'accord. Je parle vraiment des bureaux de l'État. Oui, et les ministères vont même devoir payer leur loyer. Oui, parce qu'on va changer complètement le modèle. On aura une foncière publique qui sera propriétaire et les ministères vont comme ça louer leurs locaux. C'est plus incitatif pour eux. S'ils veulent à un moment récupérer de l'argent, ils vont réduire leur surface. C'est le Black Friday de l'État. Non, absolument pas. C'est le modèle. C'est le modèle. On ne brade rien, vous savez, M. Bourdin. On ne brade rien. Vous n'avez pas bradé. Je suis très attentif à l'argent de l'État. Non. Parce que ça vous appartient, quand même. Je veille à l'argent des contribuables tous les jours et c'est un exercice difficile, y compris au Parlement. On l'évoquait lors du débat au Sénat. Bien. Donc vous allez faire des économies à ce niveau-là. Bon. Et des économies aussi dans le millefeuille administratif, des économies dans le fonctionnement, au moins du millefeuille. Je sais plus dans quel média vous disiez, je ne comprends pas, lors d'une inauguration, nous avons le président de la communauté de communes, le député, le maire, le président de je ne sais trop quoi, tout le monde est là, et finalement, on dépense beaucoup d'argent, c'est de la présence inutile. Il faut réduire la taille du ruban. Réduire la taille du ruban, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vous voyez les inaugurations, tout le monde est derrière le ruban. Oui. Mais le ruban, il est trop large aujourd'hui. Quand vous avez 5, 6, 7 personnes, ça veut dire que vous avez 1, 2, 3 niveaux de collectivité, un opérateur de l'État, les services de l'État, un syndicat, une société d'économie mixte. Tout ça, c'est trop compliqué. Tout ça, c'est trop coûteux. Nous allons confier demain, avec Dominique Faure, à 2 grands élus locaux, Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims, Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, une mission pour dire combien ça coûte. Combien nous coûte le millefeuille administratif. Le millefeuille, voire même, il faut le dire, notre désorganisation collective. Ça nous coûte cher. Est-ce qu'on a les moyens de se payer un modèle aussi compliqué? On est ici au Salon des maires. Dont tout le monde souffre, cette grande complexité. Depuis les lois de fer, il y a 40 ans, qui donnaient une véritable impulsion en termes de liberté, on a complexifié progressivement le système et des compétences partagées, des cofinancements. Donc il faut vraiment qu'on redonne de l'air, la simplification. Et cette mission, pour moi, elle est fondamentale. Elle doit mettre dans le débat combien nous coûte cette organisation extrêmement complexe. Combien nous coûtent ces normes et qu'on ait ce débat en disant est-ce qu'on est prêt à faire des économies? Trop de collectivités ou pas? C'est trop d'empilement. C'est-à-dire, vous avez des services de l'État. Opérateurs. Agences. 4 niveaux de collectivité.
parfois des syndicats, parfois des sociétés d'économie. Est-ce qu'il y a trop de niveaux de collectivité? Est-ce que vous allez réduire? Je ne sais pas. Même supprimer certaines collectivités. Ce qui ne va pas. Non, mais ce qui ne va pas, c'est que sur une politique publique, on soit 4 ou 5 autour de la table. Politique du logement, elle est complètement éclatée aujourd'hui. C'est l'État, c'est les bailleurs sociaux, c'est le maire qui attribue les permis de construire, c'est l'intercommunalité qui définit. Donc moi, je pense qu'il faut aller très loin. Le président de la République l'a dit. Il a d'ailleurs confié une mission à Éric Woerth. Il faut une grande clarification des compétences. Est-ce qu'il y aura une suppression des collectivités? De collectivités. Il y aura ou pas? Non. Non, il n'y aura pas de suppression de notre collectivités. sujet, c'est pas supprimer les collectivités. Non, pas de suppression des départements, pas de suppression. Notre problème, il n'est pas là. Notre problème, c'est que pour une politique publique, vous avez 3-4 des fois niveau de collectivité qui contribuent. C'est trop compliqué. Moi, je souhaite un modèle de responsabilité. Vous avez une politique publique, vous avez un responsable. Parce que tout ça, je vais vous dire, il y a un coût financier, mais il y a un coût démocratique. Bien sûr. Les gens ne se déplacent plus dans les urnes. Au conseil, pour élire les conseillers départementaux, les conseillers régionaux. Communauté de communes, enfin bon. Les gens ne comprennent plus rien. Mais bien sûr. Et parallèlement, on manque de services publics. Et les élus. Et parallèlement, on manque de services publics, notamment en zone rurale. C'est la raison pour laquelle, moi, je suis pour une opération vérité, qu'on se dise combien ce système nous coûte et comment on peut faire des économies. Parce que je crois personnellement qu'on ne peut plus se payer le luxe d'une telle désorganisation collective. Thomas Cazenave, nous sommes ici au Salon des maires de France. Les maires ne sont pas contents. L'AMF alerte sans cesse sur la baisse des dotations et l'absence de compensation à l'euro près des recettes perdues. Avec l'inflation, ça coûte 7 milliards, plus de 7 milliards d'euros aux collectivités. C'est ce que j'entends, moi. Mais vous savez... C'est ce que dit l'AMF. Oui, non, mais alors là, il faut quand même redire les choses. Baisse des dotations, c'est faux. Non, c'est faux. Nous sommes la majorité. Vous savez, elles avaient baissé de plus de 10 milliards d'euros depuis 2017. On les a stabilisées, on les a augmentées les dernières, on les augmente encore. Pourquoi les recettes des collectivités augmentent? La base des taxes foncières, d'ailleurs les Français l'ont vu, elle a augmenté de 7% la taxe foncière. Donc il n'y a pas de baisse de ressources des collectivités territoriales. Moi je vais vous dire ce débat... Mais l'inflation n'est pas couverte. Non mais si, dans les faits... Comment si? Mais parce que la taxe foncière, vous croyez que si elle augmente de 7%... la taxe foncière. C'est 30% des recettes. 30% et le reste. Dire, Monsieur Bourdin, le débat qu'on a... Moi j'en ai marre qu'on oppose systématiquement l'État et les collectivités. On forme un seul ensemble, c'est la République. On doit travailler ensemble. Il faut arrêter de se renvoyer la balle. Mais que dites-vous alors à l'AMF? Que lui dites-vous? Je leur dis, la situation financière des collectivités, le bloc communal, se tiennent bien. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Mais en fait, il faut derrière tout ça, c'est quoi le malaise? Il y a une incertitude. On l'a vu sur le prix de l'énergie, on l'a vu avec la crise internationale. Les maires, ils sont comme vous et moi, ils sont inquiets des fois du contexte. Et deuxièmement, j'en reviens au coût du millefeuille, c'est trop compliqué pour les maires, pour les élus maintenant. Notre organisation, elle est trop compliquée. Donc il y a une forme parfois de lassitude des élus. Donc derrière ce débat sur les finances se logent en fait deux sujets. L'inquiétude des maires, mais face à l'avenir, et la complexité. Si je comprends bien, vous venez à la rescousse des maires. Et bien sûr, mais tous les jours. Mais tous les jours. Moi je vais vous dire, j'ai implanté, j'ai inauguré à Charleville-Mézières un centre des finances publiques, 50 personnes qui arrivent de région l'Île-de-France. Et comment on a réussi ça? Parce qu'on s'est mis autour de la table avec le maire, service de l'État. C'est quand on collabore qu'on réussit, c'est pas quand on s'oppose. Vous avez vu que David Lisnard propose un impôt résidentiel. Ça vous dit ou vous recevez cette idée ou... mais moi je vais vous dire, on a aujourd'hui une taxe foncière et nous ne sommes pas la majorité qui va augmenter les impôts. On les a baissés depuis 2017. On a baissé les impôts à hauteur de plus de 25 milliards. La taxe d'habitation, la redevance audiovisuelle, l'impôt sur le revenu. Moi je pense que les Français n'attendent pas de nous que nous augmentions les impôts. Moi, je défends le pouvoir d'achat, c'était votre première question. Donc, je ne défends pas la création ni l'augmentation d'un impôt. Je crois que les Français ont besoin qu'on fasse tout pour défendre leur pouvoir d'achat. C'est ce que nous faisons, y compris dans le budget que je défends au Parlement. Thomas Cazenave, puisque vous parlez d'impôt, où est passé l'impôt minimal mondial à 25%? Impôt sur les bénéfices des sociétés. Il est passé où cet impôt? Il est passé... C'était une promesse. Il est passé dans notre budget. Il y est, noir sur blanc, c'est pas 25%, c'est 15%. C'est un accord international. C'est 15%, mais il s'agit de réfléchir à un impôt mondial de 25%. Attendez, une initiative entre l'Allemagne et la France en 2018 qui se traduit enfin aujourd'hui grâce à un accord international, l'OCDE, une directive européenne. C'est chose faite.
l'engagement pris a été tenu. Un impôt minimal, aucune multinationale ne pourra échapper à un impôt minimal de 15%. C'est une avancée considérable. C'est une avancée en termes de justice, c'est une avancée en termes aussi de coopération internationale en matière de lutte contre taxe européenne de 2% pour les milliardaires. Alors moi, je l'ai dit, je pense qu'il faut qu'on fasse exactement la même méthode qu'on a fait pour les entreprises, pour les particuliers. Les grandes fortunes qui parfois peuvent échapper à l'impôt. Donc taxe de 2% pour les grandes fortunes. Je vous réponds. Oui. Moi, j'ai proposé à tous les groupes politiques qu'on travaille ensemble pour nourrir une initiative diplomatique française exactement comme on l'a fait. Je ne vais pas vous donner la solution ici, on n'a pas commencé les discussions. Non, mais je les ai invités à venir faire part de leurs propositions. Nous sommes ouverts sur cette question de justice fiscale, mais à l'échelle internationale. Donc vous êtes favorable à cette taxe européenne de 2%? Je suis favorable à une initiative internationale. J'ai lancé la démarche. Je ne vais pas commencer à vous dire ça y est, on va faire 2%, alors que j'ai invité tous les partis politiques à venir en discuter. Parce que le chiffre a été rendu public, c'est pour ça. Hein, donc moi, je suis ouvert à toutes les propositions qui nous permettront de nourrir une initiative de la France. Je voulais parler de la lutte contre l'évasion fiscale. Sommes recouvertes par le fisc, combien en 2022 et 2023? On notifie sur le champ fiscal près de 15 milliards d'euros de redressement fiscal. Redressement fiscal, 15 milliards d'euros. Redressement fiscal, c'est-à-dire qu'en 2023... Oui, c'est à peu près. On sera à combien C'est à peu près le même ordre de grandeur. Donc 15 milliards sur 2023. C'est l'ordre de grandeur. On connaît le chiffre de 2022, on ne connaît pas encore le chiffre de... C'était 12 milliards en 2015. Voilà, ça progresse. Notre sujet... Légèrement. Ça progresse. Notre sujet, c'est que nous allons mettre 1500 personnes de plus pour mieux lutter contre la fraude fiscale. Dans ce projet de loi de finances, le budget que je défends... Ce sont des redéploiements, en fait. Mais oui, mais c'est des gens nouveaux sur le contrôle fiscal. On fait des économies par ailleurs, et moi je vais vous dire, ça me plaît quand on fait des économies. Je suis ministre. Même sur l'évasion fiscale, vous êtes prêt à faire des économies? Non, on ne fait aucune économie sur le contrôle fiscal. Vous savez que la Direction générale des finances publiques, c'est beaucoup de métiers. Quand vous supprimez par exemple la redevance audiovisuelle, vous faites des économies parce qu'avant il y avait des équipes qui s'occupaient de la redevance audiovisuelle. Elles ne sont plus en charge de ça. Donc 1500 personnes de plus dans la lutte contre le contrôle fiscal. Et on crée 20 dispositifs dans le budget. Délit d'incitation à la fraude fiscale. Ceux qui vont promouvoir vivre de la fraude fiscale, sanctions pénales dans le texte que je défends au Parlement aujourd'hui. Permettre, on évoquait les douaniers dans la lutte contre le tabac, de faire des cyber-enquêtes sur Internet, parce qu'on sait aussi que les trafics ont lieu sur Internet. C'est des nouvelles dispositions, c'est 20 dispositions nouvelles pour mieux défendre, et j'aurai l'occasion de défendre un projet de loi de lutte contre la fraude l'année prochaine. L'année prochaine, projet de loi. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Vous disiez 1500 postes supplémentaires, oui, pour le contrôle fiscal, oui, mais 450 postes supprimés dans les effectifs du fisc. Budget 2024, hein, c'est bien ça. Non, on stabilise. Oui. C'est la fin. Vous savez, la Direction générale des finances publiques a fait des efforts considérables de transformation, d'ailleurs reconnus par les Français. Vous voyez, impôt.gouv.fr est une magnifique réussite. Ça fonctionne bien. Voilà, c'est une vraie administration qui s'est vraiment modernisée. Aujourd'hui, on stabilise les effectifs, et par la transformation, par les économies que l'on fait, on peut mettre d'ici 2027 1500 personnes de plus sur tous les métiers du contrôle fiscal. Nous sommes attendus sur le sujet par les Français. C'est un enjeu d'équité. Il n'y a pas de consentement à l'impôt si des gens échappent à l'impôt. Et c'est un enjeu aussi de recettes pour le budget. Merci beaucoup Thomas Cazenave d'être venu nous voir ce matin. C'était concret, c'était riche.